Bonjour, je suis très heureux de m'exprimer au colloque Gypsy ce matin. Je voudrais remercier Muriel et René, les organisateurs, et transmettre en particulier à Muriel une pensée amicale et de gratitude. Je mène depuis 1 an une enquête sur les auteurs de violences conjugales, c'est-à-dire dans le jargon juridique français, des hommes qui ont été condamnés pour des violences sur leur conjointe. Grâce à un service pénitentiaire de la banlieue parisienne, j'ai pu en rencontrer plusieurs, une douzaine, et faire des entretiens soit en milieu fermé, comme on dit, c'est-à-dire en prison, soit en milieu ouvert, c'est-à-dire dehors, étant entendu que ces hommes condamnés peuvent être sous bracelet ou tout simplement libres après avoir purgé leur peine. Dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré un homme qui a assassiné sa femme. Comme vous le savez, un assassinat caractérise un homicide avec préméditation. Et donc, il s'agit d'un homme qui a assassiné sa femme parce qu'elle voulait le quitter. Ils avaient 2 enfants en bas âge, aujourd'hui majeurs. Bref, un féminicide classique, si je puis m'exprimer ainsi. Cet homme a été condamné à 25 ans de prison. Il en a purgé une dizaine, ce qui fait que je l'ai rencontré dans un café. Il a posé son casque de moto sur la table du café où je l'attendais. Il m'a serré la main et puis on a fait un entretien de 2 heures et on s'est revu une deuxième fois pour un deuxième entretien de 2 heures. J'ai décidé de vous livrer le témoignage qu'il m'a lui-même livré. C'est un témoignage brut et donc nécessairement partial, vous vous en doutez, mais il m'a semblé que ce témoignage était intéressant parce qu'il jetait une lumière crue sur la masculinité et en particulier la masculinité criminelle, et un certain nombre de questions que je voulais vous soumettre en lien avec l'empathie ou l'absence d'empathie, la minimisation des faits ou encore le renversement de culpabilité. Et puis après tout, je me suis dit qu'un témoignage de la sorte n'était pas inutile dans un colloque dont le thème est précisément cette sacrée vérité. Et à partir de maintenant, je cite jusqu'à la fin. Je travaille de nuit. Je dors très peu, 2 heures par nuit. Je rentre à la maison le matin à 5h30 et à 7h, j'emmène les enfants à l'école. Au début, je devais m'occuper du nourrisson. J'ai soufflé quand notre fille est entrée à l'école. J'ai eu très peu de sommeil pendant de nombreuses années, mais ce n'est pas tenable ainsi. Dans les années 2000, on a fait construire. Les enfants allaient à l'école, mais la construction m'a pris beaucoup d'énergie. Il y avait des travaux en extérieur, l'aménagement, la clôture, toujours quelque chose à faire. Il y avait les enfants à déposer à l'école le matin, du travail à la maison, l'après-midi, et j'avais beaucoup de fatigue. Je lui en ai voulu, vraiment. Si je prends de la distance, je me dis qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'aurais dit les choses. Mais à l'époque, j'ai encaissé. Elle dormait beaucoup. Elle a besoin de beaucoup de sommeil, mais elle se couchait très tard, elle s'endormait devant la télé. Elle aurait pu adapter son rythme pour que ça soit plus égalitaire. J'ai eu le sentiment que, dans la relation de couple, je faisais tellement de concessions que la balance était déséquilibrée. Je donnais beaucoup, je donnais énormément. J'avais un sentiment de déséquilibre dans notre relation avec une énorme charge. Enfants, maison et des soucis d'argent. J'essayais de tout endosser. Je me croyais invulnérable. Je pensais pouvoir tout assumer, sauf que c'est enfantin, très naïf, illusoire. Un jour, je me dis, je mets carte sur table. Je lui avoue que je l'ai trompée. Elle le prend très mal. Elle me dit, on divorce. Je ferai tout pour t'enlever les enfants. Ça a été le déclencheur. Tout est mêlé, avec la crainte de tout perdre. Je me dis, je vais tout perdre.
les enfants. Et pourquoi moi je perdrais tout, alors que j'ai tant donné? Je suis exténué. Elle me fait vivre l'enfer en n'étant pas à l'écoute. Mais c'était mutuel. Donc, j'ai eu un sentiment de perte. Mais je n'étais pas en capacité de raisonner. Si j'avais eu une capacité de raisonnement, vous ne seriez pas là à prendre des notes. Quelque chose vrille complètement, psychologiquement, intellectuellement. Je ne suis plus en capacité de raisonner. Je suis dans un état second. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère, alors que rien ne me prédestinait à cela. Même cette relation extra-conjugale, ça sort complètement de mes principes. Je pense que, psychologiquement, je me suis fragilisé. J'ai cédé sur ce principe de fidélité. Ça a été un accroc, un cas de conscience. Ce jour-là, je vrille complètement. Je ne raisonne plus. Je pense que, à ce moment-là, elle devient un obstacle sur la continuité de ma vie ou dans ma relation avec les enfants. Quelque chose dont il faut se débarrasser. Pour employer une image, elle devient un obstacle. Et cet obstacle, je ne vais pas le contourner. Je me dis, ce n'est plus possible. Sur le moment, il faut simplement que je retrouve la paix. Je ressens un sentiment de fatigue supplémentaire qui vient se surrajouter. Est-ce que je me suis dit, il faut que je la tue? Je ne sais pas. Mais elle reste un obstacle qu'il faut que j'oblitère pour continuer la vie et trouver du repos. Pourquoi me retirer les enfants? Il n'y a aucune raison. Comment est-ce qu'on va faire même pour payer le divorce? On avait un taux d'endettement énorme. Ça dépassait ce qu'on gagnait. À ce moment-là, je me dis, il faut que je m'en débarrasse. Mais trouver un mot pour le dire, alors que je n'ai plus cette capacité de raisonner, c'est difficile. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est « je n'ai pas d'autre moyen, c'est la seule solution ». C'est mon état psychologique du moment. Pour autant, il n'était pas question de la faire souffrir, de faire quelque chose de sale. J'avais un traitement parce que je dormais très mal. Je n'arrivais plus à me rendormir. Sur les 6 derniers mois, je me réveillais après quelques heures de sommeil et impossible de me rendormir. Le médecin m'avait prescrit un traitement classique à base de somnifères pour me permettre de faire des nuits correctes. Il se trouve que c'est ça que j'ai utilisé. Ça endort, ça fonctionne. Dans les 3 heures qui ont suivi son annonce de divorce, j'ai suivi mon impulsion. Donc, il y a eu préméditation, puisque ce médicament ne suffisait pas. Je ne le nie pas. Même si, au niveau de l'intention, ce n'est pas ça qui a prévalu. Je ne suis pas dans le calcul, mais en termes de temporalité, si. Elle prend son verre d'eau, elle boit. Elle s'est endormie une demi-heure après. Les enfants jouent dans le jardin. Elle était devant la télé. Je lui ai mis un coussin sur la figure, elle ne s'est pas débattue. Elle est morte par asphyxie. C'est assez surprenant parce que je n'ai plus aucune image en couleur, seulement en noir et blanc. Quand je réalise, je me dis « qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ?» Ce n'est pas possible. Les enfants sont dans le jardin, je vais prendre les enfants, je les emmène chez mon frère. Là, ma vie s'est écroulée. Je suis passé d'un état où je me dis « je dois évacuer l'obstacle » à un autre état où je me dis « je suis devenu un assassin ». Je me suis dit « j'ai été une ordure, je l'ai trompé, j'ai nié, j'ai été lâche », jusqu'à cet acte ultime. Là, on descend dans les bas-fonds. Ce n'est pas la même graduation, mais dans ce qui faisait mes principes, rien que le fait de la tromper me posait problème. Et ça me pose encore problème. Pourquoi j'en suis arrivé là, avec cette relation extra-conjugale comme premier pas? Pourtant, c'était dérisoire, mais j'avais déjà transgressé tous mes principes. J'ai transgressé celui-là, et ensuite, il y a eu une escalade jusqu'au dernier principe, le plus grave. Je ne peux pas nier que je suis un assassin. Ça restera toujours jusqu'à ma mort, mais je ne suis pas que ça. En prison, j'ai pu mener à bien des études. Il faut aussi ne pas rester un boulet pour la société et récupérer l'estime de soi. Parce qu'on est tellement dégradé, déprécié par soi-même, qu'il faut remonter les marches.
Si on ne mène pas ce travail sur soi-même, on ne peut pas faire des études de ce calibre. Les psychologues me demandent si je fais des rêves. C'est plutôt des cauchemars. Dans mes rêves, j'essaye de transformer la réalité pour que ça ne se produise pas. Je rêve de choses banales, une vie joyeuse, mais je me réveille avec la dure réalité en cellule. Puis, au fil du temps, les rêves se sont espacés. J'en ai fait beaucoup moins. J'avais beaucoup de failles, mais je ne les acceptais pas. Pour devenir meilleur, au sens de se connaître soi-même, déceler quand quelque chose ne va pas, se dire « je suis faillible », pour tout cela, il faut l'accepter. À l'époque, je n'étais pas en capacité de communiquer. Je garde tout pour moi. Je crois que je peux tout assumer. Je ne fais appel à personne. En apparence, je suis l'homme parfait. Cette apparence-là, c'est une façade. Au fond, j'ai des failles énormes que je n'assume pas. Après de longues années derrière les barreaux, j'ai accepté de parler. Je me suis ouvert par le biais d'entretiens avec des psychologues. Ça participe à devenir meilleur. En posant des mots sur les choses, en ne se voilant pas la face, on assume. Juste après mon arrestation, j'ai fait une visio avec le juge aux affaires familiales depuis la maison d'arrêt pour la délégation de l'autorité parentale. Il me demande si j'accepte que ma belle famille dispose de la délégation totale de l'autorité parentale, ce qu'elle demandait. Ce à quoi je réponds, je n'accepte une délégation qu'à la condition qu'elle soit partielle et qu'elle bénéficie à mon frère. Mais, dans le jugement, il a été dit que monsieur est contre toute idée de délégation. Donc, la justice a pris la décision de confier les enfants à ma belle famille et de lui donner la délégation partielle de l'autorité. Pour toutes les décisions importantes concernant mes enfants, ils sont dans l'obligation d'obtenir mon aval. Pour une décision médicale non commandée par l'urgence, ils doivent obtenir mon accord. Me retirer complètement l'autorité parentale, ça ne prendrait pas en considération l'intérêt de mes enfants. Leur intérêt est qu'on permette aux parents survivants de continuer à s'occuper d'eux, de près ou de loin, et de prendre les décisions qui les concernent. Car l'enfant, lui, n'y est pour rien. Certes, il est privé d'un parent, mais le privé du deuxième, est-ce que ça fait son affaire? Sincèrement, je ne pense pas. Vous ôtez un parent à ses enfants, c'est abject. Ça fait de moi un parent indigne, oui. Mais est-ce qu'on se place du côté du parent moralement condamnable ou du côté de l'enfant? Où se trouve l'intérêt de l'enfant? Mon estime pour moi, c'est très fluctuant. On passe par plein de stades. Quand on passe aux assises, quand on est incarcéré, relégué au banc de la société, la question qu'on se pose est finalement, est-ce que je mérite d'être en vie? Est-ce que je peux à nouveau espérer être utile, représenter quelque chose, être utile dans le futur, être légitime, retrouver un travail? Il y a beaucoup de mecs en prison qui se disent innocents. Ils disent « Pourquoi je suis là? Je ne devrais pas être là ». Ils inventent des histoires. La question de l'estime de soi est travaillée lors d'ateliers en prison. Si on ne travaille pas dessus quand on sort, on a le sentiment de n'avoir aucune légitimité avec une étiquette collée sur la tête. Lors de ma première permission, quand j'entre dans une boulangerie, je me dis « Est-ce que j'ai le droit d'être là? Un droit moral? Je vis à nouveau dehors, à l'extérieur, alors qu'il y a quelqu'un entre quatre planches qui ne reviendra jamais. » Ça pose énormément de questions. Si je me disais tous les jours « Je suis une ordure, c'est innommable », alors à quoi bon se lever le matin, essayer de se réinsérer, sauf à considérer que je me balance d'un pont. Mais est-ce que ce serait bien pour mes enfants? Même pour ma belle famille, est-ce qu'il vaut mieux que je me balance d'un pont ou que je vive avec le poids de la culpabilité? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Moi, je me suis fait une réponse. Je n'ai pas menti à ma nouvelle conjointe. Elle sait tout. Elle n'est pas partie en courant. Est-ce que je vais faire la même chose avec elle? Elle ne se pose pas la question. Elle me voit comme je suis actuellement. Mon histoire ne se définit pas que par ça. Je suis autre chose. C'est même une autre vie qui a démarré, sans pour autant oblitérer l'ancienne. Je n'évacue pas l'ancienne sur le modèle de la table rase.
Non, ce n'est pas ça, mais une autre vie a commencé. C'est une renaissance.